Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Et ce 8 mars, évidemment, c'est la question essentielle qui se pose après ces 5 mois de guerre. Comment survivre dans cette bande de Gaza en ce moment? Comment survivre quand on est une femme, une mère, que l'on doit nourrir sa famille, rassurer, soigner, et surtout, Jean-Paul Chagnolot, que l'on n'a plus rien? Oui, je crois que c'est un drame dans le drame, quoi. Tout le monde maintenant voit la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire un véritable désastre humanitaire. Et même pour aller plus loin, je crois que c'est Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que c'est l'humanité qui est en question. Mmh. Au-delà du mot humanitaire, l'idée d'humanité est encore plus forte, quoi. On ne pensait pas qu'on pourrait en arriver là dans un conflit. Et dans cette tragédie, avec cette dimension de destruction totale, de dénuement total, de famine, c'est vraiment presque une formule qu'on a vue au Moyen Âge, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Comment est-ce que les Israéliens peuvent faire ça? Non, c'est tout à fait terrible. Et comment les Occidentaux sont si en retrait par rapport à En ça et retrait. ne voient pas ce qui se passe et les conséquences. Et dans ce cadre-là, effectivement, les femmes sont particulièrement touchées. Mmh. Et j'ai vu beaucoup de choses, notamment sur les femmes enceintes. Oui, Les femmes enceintes, il y en a plus de 50 000 d'après l'Organisation oui. mondiale de la santé et elles ont accouché dans des conditions terribles. Elles En plus accouchent avec, par terre, dans la rue, ou même le oui, sol. Il n'y a pas d'hôpitaux pour les recevoir. Ce sont des femmes qui arrivent aussi avec des maladies, hein, qui sont transmises aux bébés. On parle de 180 bébés qui naissent par jour dans la bande de Gaza en ce moment dans c'est des ça, c'est conditions ça. totalement abominables. Et les médecins, on a vu ça, les médecins qui sont là-bas, il y en a quelques-uns heureusement, mais ils sont très peu nombreux et dans des conditions que vous avez décrites. Mhm. Ils parlent de la surmortalité des femmes enceintes, c'est-à-dire que c'est vraiment. Ensuite, quand le bébé est né, il est évidemment dans des conditions déplorables et certains doivent mourir très vite. Et puis il y a aussi, comme vous disiez, des infections. Donc cette dimension-là, des dizaines de milliers de femmes enceintes aujourd'hui. À Gaza, c'est quelque chose qui vient encore surajouter à ce drame. Et puis derrière ça, bien entendu, il y a les enfants et tout le monde a vu comment ça se situait. Il y a les orphelins, il y a ceux qui ont été amputés dans des conditions terribles. Bref, c'est dès qu'on regarde un peu plus près, et puis surtout dès qu'on personnalise, parce que Mhm. quand on dit les chiffres, on ne voit pas les hommes, les femmes, les enfants. Et quand on regarde de près des cas concrets, comme on arrive tout de même à avoir des informations et quelquefois des images, eh bien, on se retrouve justement devant ces situations d'un enfant amputé, d'un enfant complètement perdu à gare parce qu'il a perdu ses parents. Enfin, il y a vraiment des drames. Et à la différence de la question des otages, qui est aussi bien entendu quelque chose de terrible, les otages, on les a nommés, on les connaît, on, Oui. on sait qui ils sont. Mais ceux qui meurent tous les jours, femmes et enfants en particulier à Gaza, on ne les connaît pas, il y a pas de visage ou très peu. Et c'est ça qui est aussi un déséquilibre terrible dans les informations que nous recevons de là-bas, c'est que c'est pas personnalisé. On ne voit pas des gens concrets, ou bien très rarement, trop rarement, qui montreraient la réalité de cette tragédie absolue, quoi. Alors, Jean-Paul Chagnolot, une chose essentielle, c'est que depuis 5 mois, l'armée israélienne a pratiqué une sorte de politique de la terre brûlée. Bâtiments, maisons, hôpitaux, universités, écoles, tout a été détruit. Il y a aussi les terrains agricoles. Beaucoup de femmes travaillaient dans tous ces domaines, infirmières, médecins, professeurs, institutrices. C'est toute une vie d'avant, de repères qui est effacée. C'est toute une société, donc, qui est d'une certaine façon heu, emporté. Comment est-ce qu'on peut imaginer la suite, l'avenir sans toutes ces femmes justement qui tenaient une société? Ben, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les prive à la fois de leur passé et de leur avenir. On les prive de leur passé parce que systématiquement, toutes les institutions culturelles, tout ce qui est de l'ordre du patrimoine est aujourd'hui éradiqué, systématiquement détruit. Et sur l'avenir, moi j'ai vu des témoignages de jeunes étudiantes, mais Mmh. c'est vrai aussi pour les étudiants, eh bien ils n'ont plus aucune trace de leur cursus puisque les universités, les bâtiments des universités ont été systématiquement détruits et par conséquent les archives qui vont avec. Donc ça veut dire que c'est le passé et le présent qui est aujourd'hui broyé et par conséquent l'avenir c'est un énorme point d'interrogation. Et il devrait, je l'espère, commencer avec d'abord un cessez-le-feu, qu'on puisse justement reposer
les questions de manière plus globale. Mais dans cette situation-là, les gens se retrouvent sans passé, sans avenir. Et on a même profané les Les cimetières, cimetières, c'est-à-dire aussi la la mémoire. mémoire de tous les Gazaouis. Donc voilà, c'est quelque chose au fond, qui est presque difficile à imaginer, tellement c'est global. Mais là encore, c'est vraiment une volonté délibérée des Israéliens, du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, d'avoir ainsi éradiqué. Juste un mot, mais qui m'a beaucoup marqué. Il y a une lettre que Netanyahou a envoyée aux soldats, c'était il y a quelques semaines, en disant il faut se référer à Amalek. Et Amalek, c'est l'ennemi absolu Oui. dans la Bible. Donc il fait référence à la Bible et il y a des versets importants qui disent tu effaceras la mémoire Mmh. d'Amalek. Eh bien, on est exactement ça. Il demande à ses soldats d'effacer la mémoire d'Amalek. C'est ce qui se passe et c'est vraiment terrible. Ce 8 mars, s'il vous plaît, avec nous, Jean-Paul Chagnolot, un petit effort de mémoire justement, puisqu'on parlait de ces femmes en ce moment dans la bande de Gaza. Terreur, douleur, souffrance, hein, depuis 5 mois. Est-ce que vous avez quelques noms de femmes à nous faire partager, des femmes palestiniennes, dans cette mémoire qui est en train d'être foulée aux pieds? Il faut bien dire que dans l'histoire du mouvement national palestinien, il y a eu au fond assez peu de femmes de premier plan, en tout cas qui ont pris des directions de mouvements. En réalité, aucun des mouvements palestiniens n'a été dirigé par une femme. Mmh. Mais il y a quelques personnages qui sont un peu emblématiques. Alors, à l'époque, disons, révolutionnaire, dans les années 70, quelques noms comme Leila Khaled, par exemple, qui était au FPLP et qui avait à l'époque, en 69-70, détourné des avions pour faire Oui, résonance à la question palestinienne. Cette femme aujourd'hui vit à Amman. C'est pour les Palestiniens un symbole de résistance, même si nous, on peut considérer ça autrement, mais ça, c'est une autrement, autre oui. question. Il y a aussi un nom de quelqu'un qu'on a complètement oublié, mais qui à un moment avait beaucoup d'importance. C'était dans les années, au moment du processus d'Oslo, il y avait Samiha Khalil, qui a été, on l'a oublié aujourd'hui, qui était la personnalité qui était face à Arafat aux élections présidentielles de 1996. Alors évidemment, Arafat l'a emporté très Très largement. largement. Elle a fait quand même 10%, et c'était quelqu'un qui incarnait la société civile. Moi, je l'avais rencontré à l'époque, c'est quelqu'un de très dynamique. Bon, voilà, et on a quelques noms comme ça. Et puis, en France, on a connu quelqu'un pendant des années qui était ambassadrice, c'était Léla Chaïd. La Donc, on a un porte-parole, certain oui. nombre de noms comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... mais bon, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres régions du monde où les hommes ont toujours confisqué les postes de direction des mouvements de libération nationale. Quand on regarde la décolonisation, hein, de même. Donc c'est rare, malheureusement, qu'on ait des noms de femmes qui incarnent ainsi un mouvement de libération nationale. Merci de nous avoir néanmoins rafraîchi la mémoire dans ces temps évidemment extrêmement troublés. Merci Jean-Paul Chagnolot d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Média.